Benjamin Biard, bonjour. Un petit mot de présentation. Vous êtes docteur en sciences politiques, chargé de cours au sein du secteur sociopolitique du CRISP et chargé de cours aussi invité à l'UC Louvain. Vos intérêts de recherche portent sur le populisme, l'extrême droite, la démocratie, la vie politique belge en général et les partis politiques. Vous avez écrit plusieurs ouvrages et articles scientifiques sur l'extrême droite en Europe occidentale, en Europe centrale et orientale, mais aussi toute une série d'articles sur l'influence exercée par les partis d'extrême droite sur les politiques publiques. C'est donc un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Mais finalement, Benjamin Biard, quand on parle d'extrême droite, de quoi parle-t-on ? Alors je pense que l'extrême droite est un phénomène très important. On vient de le rappeler juste avant nous, durant l'introduction, où on a rappelé que consacrer 2 jours, finalement, était essentiel, mais pas suffisant, tant le phénomène est d'ampleur. C'est important car il y a plusieurs usages de la notion qui sont faits. Le premier, c'est un usage qui vise à diaboliser d'une certaine manière un parti politique parce que notamment il ne respecte pas lui-même certains prescrits, certains fondamentaux de la démocratie. Et puis il y a un autre usage qui est celui qu'on réalise dans le cadre scientifique qui vise davantage à analyser une famille de partis bien spécifiques. Et donc ces différents usages que l'on peut faire de l'extrême droite contribuent en soi à complexifier d'une certaine manière la compréhension de ce phénomène. Alors, et conduire d'ailleurs un certain nombre d'amalgames aussi avec d'autres notions. Nous pourrons revenir très rapidement sur la notion de populisme dans quelques instants, par rapport à laquelle souvent on a tendance à créer une certaine confusion. Alors pour répondre plus concrètement à la question, par rapport à la définition que l'on peut faire de l'extrême droite, je pense qu'il s'agit d'une idéologie politique. C'est important, c'est notamment ce qui peut distinguer l'extrême droite du populisme, nous y reviendrons. Une idéologie, c'est-à-dire une vision du monde tel qu'il est, mais aussi un programme d'action avec une vision du monde tel qu'il devrait être, dans une perspective du coup davantage normative. Une idéologie qui se caractérise par 3 éléments de base. La première, c'est un inégalitarisme, c'est-à-dire une vision du monde tel qu'il est, selon laquelle, conception du monde, selon laquelle les rapports entre les individus, entre les sociétés, entre les civilisations, voire les races, pour reprendre des termes utilisés par bon nombre de formations d'extrême droite, sont inégalitaires. L'inégalitarisme, d'une certaine manière, est de nature. L'égalitarisme serait contre nature, pour le dire autrement. C'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est une vision du monde, du coup, telle qu'il devrait être. Et là, cette vision du monde repose sur un nationalisme particulièrement fort. Un nationalisme de type régionaliste, que l'on pourrait connaître dans le chef de bon nombre de partis politiques. Pensons à la Ligue, qui s'appelait encore récemment la Ligue du Nord en Italie, qui est une formation qui vise à l'indépendance du nord de l'Italie. Mais c'est aussi un nationalisme qui vise, d'une certaine manière, à la poursuite de l'homogénéité ethnique à l'intérieur d'un territoire. C'est-à-dire qu'on va promouvoir des rapports inégalitaires dans la société sur la base, par exemple, de l'origine ethnique. On va tendre à octroyer un certain nombre de biens sociaux à certains citoyens parce qu'ils sont dotés de caractéristiques ethniques bien spécifiques, plutôt que d'autres, par exemple. C'est la deuxième caractéristique de l'extrême droite. Et derrière cela, on voit bien d'ailleurs les propositions que l'on peut retrouver en termes concrets relatifs à l'immigration, par exemple. Et puis la troisième caractéristique, c'est ce qui justifie aussi ce terme d'extrême d'une certaine manière, ce sont les moyens qui sont utilisés. Des moyens radicaux, comme je l'ai repris sur ce PowerPoint, c'est-à-dire des partis qui vont refuser le compromis, des partis qui vont, pour pouvoir poursuivre cette idéologie, qui vont éventuellement proposer des moyens qui ne respectent pas la démocratie, qui ne respectent pas les principes libéraux de la démocratie, c'est-à-dire l'équilibre des pouvoirs, c'est-à-dire le respect des droits d'un certain nombre de minorités, par exemple. On a donc ainsi 3 caractéristiques qui permettent de définir l'idéologie d'extrême droite. Je disais qu'il faut faire attention à ne pas confondre extrême droite et populisme. On a souvent tendance à le faire. Dans les médias, on voit souvent une confusion notamment qui est opérée. J'ai défini l'extrême droite comme étant une idéologie politique. Le populisme est davantage un style politique, un style de communication, si vous voulez, qui va permettre à des partis politiques de tenter de récolter un plus grand nombre de voix, par exemple, lors d'un scrutin. Mais ce style politique peut être mobilisé
par des partis d'extrême droite, et donc on voit ici pourquoi cette confusion peut être opérée, mais aussi par des formations éventuellement d'extrême gauche. Par exemple, des formations de droite sans être nécessairement extrêmes, ou de gauche, à nouveau, sans être nécessairement extrêmes. Et donc on a un style politique qui va se greffer sur des idéologies très variées, d'extrême droite, mais pas seulement. Généralement, les extrêmes droites sont donc populistes, mais tous les populistes ne sont pas d'extrême droite, pour faire rapide. Et puis, l'extrême droite peut être mobilisée, cette idéologie, par des acteurs très variés. On a tendance, et je pense qu'on va revenir beaucoup là-dessus durant cette séance, mais à considérer que l'extrême droite est mobilisée par des partis politiques. On parle de partis d'extrême droite. Et c'est vrai, bon nombre de partis politiques, particulièrement en Europe aujourd'hui, d'extrême droite, parviennent à se développer, à accéder au pouvoir. D'ailleurs, on y reviendra dans quelques instants. Mais l'extrême droite est aussi une idéologie qui est mobilisée bien au-delà des partis politiques. On peut penser à certains mouvements, certaines organisations, parfois plus ou moins structurées, mais qui n'ont pas la prétention d'accéder au pouvoir par le biais d'élections. Il y a quelques semaines, déjà presque 2 mois, l'organisation française Génération Identitaire a été dissoute sur décision du ministre de l'Intérieur français. C'est une organisation qui ne se présentait pas aux élections, mais qui organisait des actions chocs. Par exemple, l'occupation du toit d'une mosquée à Poitiers il y a quelques années. C'est une illustration parmi beaucoup d'autres. Mais on est donc ici dans un autre type d'acteurs. On peut penser à des théoriciens, parfois de l'extrême droite. Renaud Camus en France, qui a contribué à théoriser la théorie du grand remplacement, selon laquelle la civilisation européenne serait remplacée, c'est d'une certaine manière une théorie complotiste, la civilisation européenne serait remplacée par une civilisation davantage musulmane. Certains médias développent aussi une ligne idéologique davantage en phase avec cette idéologie d'extrême droite. Toujours en France, on peut penser à Boulevard Voltaire, par exemple, qui développe des articles qui vont davantage défendre ce type d'idées. Pensons à un autre type, ce n'est pas tout à fait un acteur, mais à la fachosphère aussi, où de grands nombres d'acteurs vont graviter d'une certaine manière. Le terroriste de Christchurch, par exemple, il y a 2 ans en Nouvelle-Zélande, avait annoncé sur la fachosphère sa volonté et avait retransmis en direct la vidéo de ces attentats à l'époque. Et donc on a ici, et je vais en terminer pour la première question, un grand ensemble d'acteurs, les partis politiques qui vont davantage poursuivre un objectif politique, d'accès au pouvoir, et puis un grand ensemble d'autres acteurs aussi, dont on parle moins, mais qui ne sont pas pour autant moins importants, qui vont eux davantage avoir cet objectif de conquête culturelle d'une certaine manière. L'objectif n'est pas d'accéder au pouvoir, mais d'influencer la société, de propager cette idéologie d'extrême droite de manière beaucoup plus large. Merci beaucoup pour cette réponse complète et synthétique à la fois. En quoi l'extrême droite, Benjamin Billard, que l'on rencontre à l'époque contemporaine, est-elle vraiment différente de l'extrême droite historique ? Alors l'extrême droite, effectivement, n'est pas un phénomène nouveau du tout. C'est un phénomène qu'on repérait déjà il y a plusieurs centaines d'années, qui s'est bien développé au XIXe siècle également. Je vous propose ici simplement de reprendre l'extrême droite telle qu'elle s'est développée en Europe occidentale. En Europe centrale et orientale, elle s'est beaucoup moins développée depuis lors, depuis la Seconde Guerre mondiale. On peut repérer tout de suite après la Seconde Guerre mondiale une première phase dans le développement de l'extrême droite, finalement où l'extrême droite est exsangue. Finalement, elle ne parvient plus directement dans l'immédiat après-guerre à se développer. Et lorsqu'elle tente de se développer, il y a des réponses très rapides qui sont apportées pour l'en empêcher. En Allemagne, au début des années 1950, le Parti socialiste du Reich, c'est un parti néo-nazi. La majeure partie des personnes qui composent ce parti politique sont issues de l'ancien parti nazi de la Seconde Guerre mondiale notamment, mais il se retrouve très rapidement interdit sur décision de la Cour constitutionnelle, par exemple. Une deuxième phase, dans les années 50, mais qui se poursuit jusqu'à la fin des années 70, ce sont des tentatives de l'extrême droite de s'organiser, de se structurer. Par exemple, en France, on a l'illustration de Pierre Poujade et de son mouvement qui parviennent à opérer une percée assez significative en 1956 à l'Assemblée nationale. Je prends cet exemple parce que c'est notamment dans ses rangs qu'est élu Jean-Marie Le Pen et qu'il accède à l'Assemblée nationale à l'époque, bien avant le Front national. Mais ce sont généralement des tentatives assez éphémères, rapides, qui ne parviennent pas véritablement à porter. Une troisième phase peut être distinguée, c'est la phase d'enracinement véritablement.
On est ici dans des partis qui parviennent à se structurer, à s'organiser, à développer des sections locales particulièrement fortes, à se développer sur le plan électoral et à se renforcer aussi d'élection en élection. Généralement en continuant à être diabolisés ou à bénéficier aussi de cette stratégie de diabolisation, puisque c'est ce qui leur permet aussi de gagner une certaine visibilité. Et puis la dernière phase, et c'est celle, je pense, dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, qui se développe depuis la fin des années 90, le début des années 2000, c'est la volonté de ces partis de gagner en légitimité pour accéder au pouvoir. On n'est plus simplement dans des partis qui vont se développer à travers des discours parfois particulièrement provocateurs, chocs, c'est encore le cas, mais comme ça pouvait l'être par le passé. On n'a plus un Jean-Marie Le Pen, un Philippe de Winter en Belgique avec le Vlaams-Blok aussi, toujours bien présent, mais qui dominent dans leur tentative de ne pas nécessairement accéder au pouvoir, mais simplement exercer une influence très forte depuis les bancs de l'opposition. Aujourd'hui, on a des tentatives des partis d'extrême droite, ce qui ne veut pas dire que c'est absolu, que c'est le cas pour tous les partis, mais assez largement de rompre finalement, en Belgique avec le cordon sanitaire, on y reviendra, mais avec l'impossibilité qui leur est faite de gouverner. Ils vont tenter de se légitimer, on reviendra sur ces éléments aussi dans quelques instants, pour, in fine, exercer le pouvoir. Et ainsi, on voit en Italie, dès les années 90, en Autriche, à partir de 1999, 2000, selon où on se situe, et puis dans un certain nombre de pays, en Bulgarie encore aujourd'hui, des partis d'extrême droite qui parviennent à accéder au pouvoir, à exercer des responsabilités, et exercer leur influence de la manière la plus directe qu'il soit à ce moment-là. Alors je pense qu'on a ici quelques graphiques assez rapidement qui vont permettre d'illustrer ces propos. Le premier ici porte sur l'évolution électorale du Front National depuis sa création jusque les élections présidentielles de 2019. Les élections européennes de 2019. Et ça permet d'illustrer effectivement ce propos. Dans les années 70, on voit que le parti se crée, mais malgré tout connaît une certaine traversée du désert, ne parvient pas véritablement à s'ancrer dans le paysage politique. Et puis à partir de 1984, en réalité même 83 avec une élection municipale à ce moment-là, on retrouve un développement électoral du Front National, mais qui ne cessera de s'accroître d'une certaine manière, avec des hauts et des bas à certains moments, mais qui se maintient. Ce n'est pas un parti qui a connu une percée électorale lors des élections du Parlement européen en 84 et puis lors des élections législatives de 86 et qui s'est effondré, mais au contraire, il a réussi à se maintenir. On peut peut-être passer très rapidement au graphique suivant. Celui-ci porte sur la Norvège, qui est un cas aussi assez intéressant, puisqu'on voit que désormais, depuis près de 30 ans, le parti d'extrême droite principal de Norvège, le Parti du Progrès, parvient là aussi à percer électoralement. Et en 2013, malgré un petit recul électoral, ce parti parvient à accéder au pouvoir dans le cadre d'une coalition. Troisième exemple, c'est la Hongrie, avec l'extrême droite qui est particulièrement forte durant la Seconde Guerre mondiale, alors je ne suis pas remonté si loin, qui connaît un recul considérable après la Seconde Guerre mondiale et qui, depuis de très nombreuses années maintenant, malgré tout, parvient à se démarquer de manière significative à travers le Jobbik, qui est un cas d'extrême droite, qui a tenté lui aussi de se légitimer davantage ces dernières années, de se dédiaboliser, mais qui est un des partis d'extrême droite les connus parmi les plus radicaux d'Europe, notamment dans les moyens d'opérer. Alors ce n'est pas un parti qui a réussi pour le moment, à accéder au pouvoir, mais c'est un parti qui, par sa force parlementaire, telle qu'illustrée ici sur ce graphique, réussit à exercer une influence considérable sur le gouvernement en place, en l'occurrence le gouvernement de Viktor Orban. Merci. En Belgique, l'extrême droite semble avoir un destin particulièrement différent selon qu'on est en Flandre ou en Belgique francophone. Comment pouvez-vous expliquer ça ? Alors, effectivement, et d'ailleurs on peut le voir très rapidement sur un graphique que j'ai repris ici, où on a en trait continu le Vlaams-Belang ou le Vlaams-Blok avant cela, qui se développe parfois avec de très bons résultats électoraux, et puis, notamment en pointillé brun discontinu, on a le Front National, qui était la principale formation d'extrême droite depuis 1985 jusqu'à environ 2010, où il a été interdit, notamment d'utiliser son logo, son nom, son acronyme par décision de justice. On voit une différence effectivement significative. Je pense qu'il y a
4 éléments principaux, ce qui ne veut pas dire que ce sont les seuls, mais qui permettent de comprendre ce phénomène, ce paradoxe belge finalement, un paradoxe supplémentaire. Le premier, c'est le cordon sanitaire médiatique. On reviendra sur ça tout à l'heure, c'est le fait que les médias en Belgique francophone, mais pas en Flandre, finalement, n'acceptent pas d'interviewer en direct un représentant de l'extrême droite et ne reçoivent pas de représentants de l'extrême droite lors de débats avec d'autres représentants de familles politiques. Et là, certaines recherches ont permis, notamment assez récentes, de mettre le doigt sur le fait que cette stratégie de cordon sanitaire médiatique, effectivement, contribue à réduire l'impact électoral. Et c'est important de préciser sur cela. Ça ne veut pas dire que l'extrême droite, au niveau idéologique, n'est pas présente en Belgique francophone. Mais au niveau électoral, les partis politiques, un acteur parmi les autres que j'ai évoqué notamment tout à l'heure, effectivement peut être repéré. Deuxième caractéristique ou deuxième élément qui permet de comprendre ce paradoxe belge, c'est une différence, je dirais, de cadrage, notamment de l'enjeu migratoire. L'enjeu migratoire, notamment à travers les médias, est cadré d'une certaine manière différemment selon qu'on se situe au nord ou au sud du pays, ou en tout cas en Flandre et en Belgique francophone. On appréhende, pour le dire autrement, les choses de manière généralement différente, notamment sur la question spécifique migratoire. Troisième élément, c'est le rapport au nationalisme aussi. Si vous vous souvenez de la définition que j'ai donnée tout à l'heure, la deuxième caractéristique, c'est la vision du monde telle qu'il devrait être, c'est une vision du monde nationaliste singulièrement. Or, s'il existe un sentiment d'identité flamande très important au nord du pays, le sentiment d'identité wallonne, mais aussi même le sentiment d'identité belge, est particulièrement faible en Belgique francophone. Et donc, il y a ici une difficulté supplémentaire pour l'extrême droite de se structurer au regard de cette question purement nationale. Ça rend les choses plus compliquées pour développer, d'une certaine manière, une rhétorique cohérente. Et puis, quatrième et dernier élément, mais on pourrait peut-être en citer d'autres, c'est l'absence, en réalité, c'est plus pratique comme explication, mais de leaders charismatiques. En Flandre, on a eu une succession de leaders qui n'ont pas toujours présidé le parti, d'ailleurs. Philippe de Winter n'a jamais été président du Vlaams-Blok ou du Vlaams-Belang, mais ce fut, il est encore au sein du parti, mais un leader incontournable du Vlaams-Blok et du Vlaams-Belang, avec un certain charisme qui parvient à haranguer un peu les foules lors des meetings du parti d'extrême droite. En Belgique francophone, il y a eu l'ère un peu Daniel Ferret avec le Front National, mais qui était assez limité, mais on n'a plus connu depuis de très nombreuses années de leaders suffisamment charismatiques pour rassembler aussi derrière lui. Voilà donc je pense les différents éléments qui permettent de comprendre d'une certaine manière ce différentiel, tout en rappelant peut-être très rapidement que ça ne veut pas dire que l'extrême droite ou qu'un parti d'extrême droite ne peut pas très rapidement se développer dans le paysage politique, y compris wallon ou belge francophone. Bien entendu, malheureusement, pourrait-on le dire. Le Vlaams-Belang a opéré un retour en force, Benjamin Biard, extraordinaire en 2019. Finalement, comment comprendre ce retour si rapide à l'avant-scène politique ? Alors vous avez raison de parler de retour rapide parce qu'on a parfois tendance à croire que le Vlaams-Belang surgit, apparaît subitement en 2018 ou 2019, selon qu'on parle des élections communales et provinciales de 2018 ou des autres scrutins de 2019. Mais c'est un phénomène déjà beaucoup plus ancien également. L'extrême droite apparaît déjà, et le Vlaams-Belang en l'occurrence, ou le Vlaams-Blok, dans les années 70, et se développe déjà de manière très importante, il y a de nombreuses années déjà. C'est un parti qui est condamné en 2004, ça ne l'empêche pas de quand même réaliser de belles performances électorales. Philippe de Winter avait l'habitude de dire « puni par la justice, mais libéré par le peuple ». Il devient alors le deuxième parti de Flandre derrière le cartel CDNV-NVA. S'il n'était pas en cartel, fort est à parier qu'il aurait été le premier parti de Flandre en 2004. Et puis il a effectivement décliné de manière assez considérable à partir de là, suite à des dissensions internes qui portaient notamment sur la stratégie à adopter s'il fallait tendre à se légitimer pour rompre le cordon sanitaire ou, à l'inverse, s'il fallait conserver une posture particulièrement dure, radicale. Et puis, de fait, en 2018-2019, il a opéré un retour assez significatif à l'avant-scène politique. Je pense quatre éléments, à nouveau, permettent de l'expliquer assez rapidement. Le premier, c'est un contexte particulièrement favorable, avec l'enjeu migratoire qui est au cœur de l'agenda politique et médiatique.
On a notamment, souvenez-vous, le pacte de Marrakech, qui est un élément central qui contribue à la chute du gouvernement Michel en décembre 2018. Un enjeu donc au cœur de l'actualité qui favorise évidemment le parti qui se positionne sans doute le mieux en Flandre par rapport à cet enjeu, l'enjeu migratoire, le mieux ou en tout cas de manière la plus visible. Deuxième élément, c'est le renouvellement des cadres aussi, avec en premier lieu le leader du parti, Tom van Grieken, particulièrement jeune, mais qui apporte aussi un nouveau dynamisme au sein du parti, qui s'entoure d'autres cadres également jeunes, Dries van Langenhove par exemple, jeunes, mais aussi avec des stratégies différentes. Il n'amène pas que l'âge, évidemment, sur le plateau, je dirais, mais c'est aussi des stratégies politiques, une volonté de se dédiaboliser, je l'ai déjà évoqué à 2-3 reprises, pour accéder véritablement au pouvoir. Il y a une volonté désormais d'accéder au pouvoir, ça n'était pas le cas il y a encore 10 ans au sein du Vlaams Belang, mais une stratégie aussi de communication. Et c'est le quatrième point, je les ai un petit peu mélangés, une stratégie de communication où le Vlaams Belang a également investi massivement sur les réseaux sociaux. Durant la campagne électorale, dans la perspective des élections de 2019, 800 000 euros sont dépensés par les partis flamands à cette période sur les réseaux sociaux. Sur ces 800 000, plus de 50%, plus de 400 000 euros sont dépensés uniquement par le Vlaams Belang, un parti qui, entre 2014 et 2019, ne bénéficiait plus que de 3 représentants sur 150 au sein de la Chambre des représentants. Donc c'est un investissement massif sur les réseaux sociaux qui a notamment permis de toucher les plus jeunes, qui sont une frange de l'électorat qui lui est particulièrement, alors je ne vais pas dire acquise, mais qui lui est particulièrement favorable lors des élections. Et donc ça contribue aussi, bien sûr, à expliquer ce développement soudain et important du Vlaams Belang en 2019. Merci. On a créé... Attendez, je pense que là... On a créé un cordon sanitaire en 1989 en Belgique. Finalement, rétrospectivement, a-t-il toujours été à la hauteur des ambitions politiques affichées à ce moment-là? Et finalement, jusqu'où ce dispositif est-il solide aujourd'hui? Alors on peut effectivement en discuter, et même assez longuement. À nouveau, comme c'est affiché ici, c'est un mécanisme, je dirais, créé en 1989 à l'initiative d'un parlementaire, d'Agalef, des écologistes flamands à l'époque, qui s'inquiète de la montée soudaine du Vlaams Blok en Flandre. C'est d'abord à l'égard du Vlaams Blok que ce mécanisme est instauré. Rapidement, c'est un document qui est signé, donc quand même formalisé par les représentants des principaux partis, qui est rapidement dénoncé aussi, mais qui, à partir de 1991, et je pense que j'ai repris peut-être la chronologie des événements liés au parti ici, qui pourront peut-être appuyer le propos. En 1991, les élections nationales sont considérées comme étant un dimanche noir, c'est-à-dire que le Vlaams Blok, à l'époque, parvient à dépasser les 10% de suffrages obtenus. C'est une percée spectaculaire pour lui à l'époque, qui fait prendre conscience du danger que représentent ces partis, évidemment pour la démocratie, et aussi pour les autres partis politiques avec lesquels il entre en concurrence. Et donc là, le cordon sanitaire se renforce véritablement. Il est toujours d'application aujourd'hui, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas été soumis à un certain nombre de tensions, et je pense particulièrement depuis le début des années 2000. Un premier type de tension, c'est le fait que si le cordon sanitaire implique de ne pas gouverner avec l'extrême droite, le Vlaams Belang en l'occurrence au nord du pays, il implique aussi de ne pas faire passer de texte grâce à l'apport de voix du Vlaams Belang, puisque ça permettrait de lui conférer un pouvoir d'influence particulièrement important. Or, on a vu dans le temps un certain nombre de textes, parfois qui nécessitent la majorité des 2/3, donc là où il fallait grappiller des voix, où c'était parfois plus difficile, eh bien on a vu que le Vlaams Belang appuyait parfois, était nécessaire pour faire passer certains textes. Ce n'est pas très courant, mais c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Deuxième tension, c'est la création de cartels électoraux. Cartels électoraux, certes pas avec les principales formations politiques du pays, mais par exemple en 2006, lors des élections communales, le Vlaams Belang organise un cartel, crée un cartel électoral avec Vlot, qui était une dissidence alors du Parti libéral VLD. On a un cartel ici qui ne parvient pas, qui ne suffit pas, je dirais, au Vlaams Belang d'obtenir un siège au sein d'un exécutif communal, mais
c'était une éventualité de par la création de ce cartel. Donc c'est une deuxième tension, je dirais quand même, à laquelle a été soumis. Ça remonte à 2006, ça n'a pas été le cas lors des dernières élections, mais c'est quand même une difficulté supplémentaire que rencontre ce mécanisme du cordon sanitaire. Troisième tension, qui est plutôt discursive finalement, c'est le fait que de nombreux cadres de partis ont remis en cause finalement l'existence, voire l'utilité, la nécessité de maintenir un cordon sanitaire. On se souvient toutes et tous de Bart de Wever et de la NVA qui ont souvent questionné ce principe du cordon sanitaire, notamment lors des élections communales déjà de 2018, particulièrement dans le cas de Ninove, en Flandre. Mais on a aussi des représentants d'autres partis, du CDNV par exemple, l'aile droite du CDNV, où certains de ses représentants militent pour que l'on mette un terme à ce mécanisme de cordon sanitaire. Les jeunes libéraux, à un moment donné, l'organisation de jeunesse du Parti libéral flamand, du VLD puis de l'Open VLD, ont aussi milité, parfois de manière importante, pour suspendre ce cordon sanitaire. Au Parti socialiste flamand aussi, à la SPA, une élue, il y a peut-être déjà 1 an ou 2, s'est exprimée dans les médias pour questionner finalement encore l'importance, aujourd'hui, au XXIe siècle, de ce cordon sanitaire. Donc c'est finalement une tension qui permet de contribuer à renforcer le débat sur cette question. Et puis peut-être une dernière rapidement tension, c'est le fait qu'il se rapproche significativement du pouvoir. Dès 2004, Yves Le Terme reçoit pour la première fois les représentants du Vlaams Belang dans le cadre de sa mission d'information pour former un gouvernement flamand. Alors il n'est pas encore question de l'associer à un gouvernement, mais il les reçoit quand même, il le prend au sérieux dans le cadre de sa mission. Souvenez-vous, je disais, en 2004, c'est le résultat le plus important qu'a réalisé le Vlaams Belang en Flandre dans son histoire. Et puis dans le temps, on a vu que c'est quelque chose qui se maintenait. D'élection en élection, les représentants du Vlaams Belang ont toujours été reçus par ce sont généralement des hommes qui ont été chargés de former un gouvernement flamand, CDNV et NVA. Et puis en 2019, on a vu aussi que le roi lui-même recevait dans le cadre de ces consultations pour le niveau fédéral les représentants, ou le représentant à travers Tom van Grieken, du Vlaams Belang. Ils ne sont pas au pouvoir ni en Flandre ni au fédéral, mais on voit en tout cas qu'il y a une stratégie de sa part et qui semble fonctionner de s'en rapprocher à travers le temps. Merci Benjamin. Aujourd'hui et demain, finalement, l'extrême droite peut-elle briser ce cordon en Flandre ? Alors en tout cas, effectivement, il y a une volonté du Vlaams Belang. Comme je le disais tout à l'heure, ça n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui, il y a clairement une volonté, ça participe d'une stratégie bien ancrée au sein du parti, de rompre avec ce cordon sanitaire pour accéder au pouvoir, au moins au niveau flamand. On imagine bien les difficultés supplémentaires que ça comporterait au niveau fédéral, notamment l'opposition des partis francophones. Dans les années 80, Karel Dielen, un fondateur du Vlaams Blok et qui en a été le leader pendant plusieurs décennies, disait « Être marginal, c'est une fierté. C'est un titre de noblesse par rapport à ceux qui portent l'écharpe tricolore. » Aujourd'hui, on en est bien loin. Tom van Grieken considère qu'il faut se démarginaliser, si vous voulez, qu'il faut se normaliser, se dédiaboliser pour accéder au pouvoir. Pour ce faire, il essaye de modérer le discours, on essaye d'avoir un discours plus lisse d'une certaine manière que dans les années 90 ou au début même des années 2000, sur le plan discursif purement et simplement. Il y a aussi des actes symboliques particulièrement forts qui sont menés. Lorsque 3 représentants, y compris Philippe de Winter, à nouveau un des leaders historiques du Vlaams Belang, se retrouvent en Grèce lors d'une réunion avec les représentants d'Aube Dorée, qui est un parti d'extrême droite de type néo-nazi, donc particulièrement violent sur le plan physique et symbolique, ils sont sanctionnés par le bureau politique du Vlaams Belang. Ils sont interdits notamment de représenter le parti à l'étranger sans l'autorisation préalable du président et du bureau. On a ici un acte fort qui est posé à l'égard de représentants, et c'était 3 parlementaires en l'occurrence du Vlaams Belang, pour contribuer à améliorer davantage l'image du parti. Et puis il y a un enrichissement d'une certaine manière du programme. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est le fait que le Vlaams Belang ne propose plus les promesses électorales qu'il faisait dans les années 90, qui étaient particulièrement radicales, antidémocratiques par exemple. Au passage, ça permet d'éviter un certain nombre de sanctions judiciaires notamment. Mais il propose aussi un certain nombre de promesses en matière d'enseignement, en matière d'environnement, de soins de santé. En réalité, il se montre comme étant un parti capable d'exercer les responsabilités politiques, de gérer la chose publique et donc
d'exercer le pouvoir finalement. Alors dans le futur, on verra bien évidemment ce que ça peut donner. J'aurais tendance à dire qu'effectivement le cordon sanitaire pourrait, c'est une éventualité, je n'ai évidemment pas de boule de cristal, mais sauter d'une certaine manière. La question qui reste à savoir, c'est celle de voir si on aura une coalition entre le Vlaams Belang et un autre parti. On pourrait imaginer la N-VA, puisqu'au sein de la N-VA, de nombreuses questions, très nombreuses, ont été soulevées à l'égard du Vlaams Belang. Ils ne poursuivent pas cet objectif de cordon sanitaire au sein de la N-VA, mais de savoir aussi si ce ne serait pas plutôt un gouvernement minoritaire qui serait formé par la N-VA, par exemple avec l'Open VLD ou le CDNV, puisque ce sont des partis dont certains des cadres ont déjà exprimé une préférence en faveur de la rupture du cordon sanitaire, avec le soutien depuis les bancs de l'opposition du Vlaams Belang. Ça permettrait pour les partis au pouvoir de dire non, nous ne gouvernons pas avec l'extrême droite. Ça permettrait à l'extrême droite de dire on n'est quand même pas arrivé à gérer la chose publique, donc tout ce qui n'est pas fait, ce n'est pas de notre faute, d'une certaine manière. Et ça permettrait aussi, et là ce serait plus insidieux, moins visible, mais quand même efficace pour le parti d'extrême droite, d'exercer une influence considérable sur les politiques publiques, c'est-à-dire de laisser leur empreinte de manière très visible, très importante, sur l'ensemble des décisions qui sont adoptées et vont s'imposer à l'ensemble des citoyennes et citoyens. Finalement, malgré le cordon sanitaire, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il existe quand même une certaine porosité des idées dans les discours et décisions des autres partis ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est une réalité. Le Vlaams Belang en Belgique et d'autres partis d'extrême droite en Europe n'est pas au pouvoir, mais ça ne veut pas dire que son influence est nulle. Même en tant que parti d'opposition, et y compris lorsque c'était un parti d'opposition très faiblement représenté, j'évoquais tout à l'heure la période 2014-2019, où le Vlaams Belang n'avait que 3 députés à la Chambre des représentants, on peut observer qu'il a réussi à exercer une certaine forme d'influence. Alors dans certains cas, on peut la repérer parce que certaines de ses propositions électorales ont été traduites en décisions publiques. C'est, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple parmi d'autres, sa volonté en 1992 de créer un secrétariat d'État à l'asile et à la migration qui sera mis en œuvre plus tard sous le gouvernement Verhofstadt, par exemple. Mais parfois, c'est aussi tout simplement le fait d'imposer des thèmes, des enjeux, d'une certaine manière, à l'agenda politico-médiatique. Donc de réorienter d'une certaine manière le débat au sein de la société sur certains enjeux qu'il considère comme étant prioritaires, ce qui permet de se renforcer aussi d'ailleurs à travers la dynamique électorale, mais pour défendre des propositions de manière forte. Et on voit assez rapidement d'autres partis politiques, parce qu'il y a concurrence sur cet enjeu qui est alors amené à l'agenda politique, se repositionner sur ses propres enjeux notamment, voire récupérer dans une certaine mesure les propositions. Je prenais l'exemple tout à l'heure de la Hongrie, c'est un autre cas. Le Jobbik, un des plus radicaux d'Europe comme je le présentais, n'a jamais exercé le pouvoir, ni au niveau local, ni au niveau national, mais une grande partie des promesses électorales de ce parti ont été mises en œuvre, ont été adoptées, pas par le Jobbik, il n'est pas au pouvoir, mais par le Fidesz, parti conservateur de Viktor Orban, qui finalement tend à se radicaliser de plus en plus pour récupérer l'électorat du Jobbik, de ce parti d'extrême droite. Je pense que c'est un exemple intéressant, mais qui permet bien d'illustrer justement cette porosité des idées, ou plutôt cette propagation à travers le champ politique. Et à nouveau, c'est l'œuvre des partis politiques, mais c'est aussi l'œuvre de toute cette galaxie d'extrême droite, comme je l'évoquais tout à l'heure, de tous ces acteurs qui n'ont pas nécessairement la volonté ou la prétention d'exercer le pouvoir, mais aussi tout simplement de participer à cette conquête culturelle d'une certaine manière, c'est-à-dire de propager leurs idées dans la société pour que, une fois qu'elles seront bien installées d'une certaine manière, l'élection puisse suivre tout naturellement. Merci. Finalement, en conclusion, quelle réponse? Parce que tout à fait, l'analyse est évidemment essentielle pour comprendre, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer cette extrême droite? Quelle réponse apporter? Alors, il y a plusieurs types de réponses qui peuvent être distinguées. Les premières réponses sont politiques, je dirais. Elles sont dans le chef des partis politiques. On est quand même encore dans une particratie en Belgique, comme on a tendance à l'appeler, avec un rôle considérable accordé aux partis, qui visent, par exemple, à mettre en œuvre, ou en tout cas à défendre,
à maintenir ce fameux cordon sanitaire. C'est une possibilité, c'est une réponse qui existe aujourd'hui, qui n'existe pas bien sûr dans tous les pays, elle existe en Suède aussi, mais le cas belge reste assez exceptionnel par rapport à cela. Réponse politique, on a des réponses médiatiques, je vais assez vite là-dessus puisqu'on a déjà évoqué le cordon sanitaire médiatique, particulièrement unique en Europe aussi, en Belgique francophone. Là aussi, on a des formes de cordon sanitaire médiatique en Suède, mais beaucoup moins formalisées qu'en Belgique francophone. À nouveau, c'est un mécanisme qui n'existe pas en Flandre, même si le Vlaams Belang aime se montrer comme étant victime de ce cordon sanitaire médiatique, mais Tom van Grieken est régulièrement invité sur des plateaux télévisés ou en radio ou lors d'interviews en presse écrite pour s'exprimer. Troisième élément, ce sont des réponses judiciaires. Et je vous ai listé ici les principaux outils juridiques qui sont mobilisés ou qui peuvent être mobilisés à l'encontre de l'extrême droite ou des acteurs issus de l'extrême droite ou qui développeraient des comportements assimilés à l'extrême droite. Une loi de 1934 qui interdit les milices privées. Alors, je reviens dessus, pourquoi ? Parce que c'est une loi, finalement, à laquelle il est fait appel parfois à l'égard de l'organisation d'extrême droite Skyld en Vrienden, une organisation flamande qui n'est pas un parti politique, même si son leader s'est fait élire à la Chambre des représentants à travers le Vlaams Belang. Donc, on voit un petit peu ici, finalement, comment gravitent les acteurs les uns autour des autres. C'est pour ça que j'aime parler de galaxies d'extrême droite. Et certaines voix, notamment au Parti socialiste, s'élèvent pour mobiliser cette loi de 1934, considérer que Skyld en Vrienden est une milice privée et donc interdire purement et simplement cette organisation. Il y a d'autres lois, je ne vais pas toutes les reprendre. La loi de 81, c'est la loi dite loi Moureau, qui vise à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. C'est sur la base de cette loi qu'est condamné le Vlaams Blok en 2004 et qui contribue, alors indirectement, mais à le changement d'appellation, je dirais, du parti qui s'appelle désormais le Vlaams Belang. Il est condamné sur cette loi et d'autres lois qui permettent de suspendre le financement public des partis politiques. Elle n'a jamais été appliquée jusqu'à présent, même si cet article 15 ter qui prévoit spécifiquement cette disposition existe désormais depuis une bonne vingtaine d'années. Loi de 1995 qui porte davantage sur le négationnisme et puis les formes de nazisme. Et j'ai repris enfin avec un point d'interrogation, la loi pour sanctionner tout acte lié au nazisme. C'est un débat aujourd'hui au sein de la Chambre des représentants, porté par plusieurs parlementaires notamment. Ce sont les outils juridiques, je dirais, qui peuvent être mobilisés, soit directement par certains tribunaux, par exemple, par des partis politiques, si on pense à la loi portant sur le financement public des partis, mais également par des organisations telles que UNIA, par exemple, l'ancien Centre interfédéral pour l'égalité des chances. La sûreté de l'État peut également avoir un rôle particulièrement important, beaucoup moins visible, qui ne vise pas à contrer le développement électoral d'un parti politique, mais qui vise à empêcher toute déstabilisation de l'État. Par là, j'entends notamment des événements tels que ceux qu'on a connus aux États-Unis il y a quelques mois avec la prise du Capitole. J'entends aussi les actes de terrorisme, qui sont quand même, on a tendance à ne pas s'en souvenir, parce qu'en Belgique, on a été préservé ces dernières années d'actes terroristes d'extrême droite, mais qui sont particulièrement nombreux. On parle souvent des actes terroristes islamistes. Ils ont été très nombreux, ils sont très nombreux depuis quelques années, mais les actes terroristes d'extrême droite demeurent, y compris en Europe, particulièrement importants. Et puis enfin, les réponses apportées par la société civile. Je le gardais pour la fin, parce que ça permettra sans doute de lancer la suite de la journée, mais des réponses qui peuvent être variées, des réponses de la part de certains qui se retrouvent autour de l'appellation antifasciste, qui vont se mobiliser physiquement pour empêcher le développement de l'extrême droite. Par exemple, empêcher à certains représentants de l'extrême droite de tenir un congrès fondateur. C'était le cas du PNE, Parti national européen, parti d'extrême droite, une dissidence notamment du parti d'extrême droite Nation, à l'égard duquel des actions sont et ont été menées, notamment par des organisations antifascistes. Et là, je pense entre autres à une organisation de Liège, le Front antifasciste 2.0, par exemple. Mais la société civile peut agir de différentes manières. Il ne se cantonne pas non plus à la mobilisation physique. Certaines personnes se disent « je veux lutter contre l'extrême droite, mais je viens avec mes enfants. Il n'est pas question de risquer aussi des débordements, des violences physiques avec l'extrême droite. » Ce n'est pas systématique, mais c'est des choses qu'on a déjà vues dans le passé. Et donc, il y a des réponses qui peuvent être amenées aussi
pas tellement en aval, mais plutôt en amont, d'une certaine manière. Et ça passe notamment par la culture, ça passe par l'éducation, aussi par exemple dans les écoles, mais pas seulement. Ça passe par des voyages de mémoire, par exemple, à travers des expositions, et là je pense aux expositions itinérantes ou celles qui se déroulent sur place au territoire de la mémoire à Liège. Donc un ensemble de choses, finalement, qui permettent non pas de contrer un parti d'extrême droite nécessairement, mais de contrer l'idéologie d'extrême droite. Et c'est peut-être là-dessus que je voudrais terminer, en insistant finalement sur l'importance de distinguer la lutte contre les partis d'extrême droite ou contre des organisations d'extrême droite. À 2 reprises, j'ai évoqué l'interdiction, soit de Génération Identitaire en France, ou l'interdiction éventuelle dont il est fait débat de Skilden-Vrienden en Belgique, possibilité d'interdire physiquement ce parti politique, cette organisation, lutter contre une organisation, ce n'est pas lutter nécessairement contre les idées. Une fois disparu, l'organisation, le parti, le mouvement, finalement, demeure à travers ses membres. Les idées continuent de se propager à travers la société. Parfois de manière dédiabolisée, comme on a tendance à dire, donc de manière plus insidieuse, parce que moins visible, mais ça n'empêche à certaines idées de quand même s'imposer au sein de la société. Et donc dans les réponses à apporter, il faut distinguer bien sûr finalement l'ennemi d'une certaine manière. Est-ce que c'est un parti, est-ce que c'est une organisation, un mouvement, ou est-ce que ce sont plutôt des idées? Je pense que les deux sont complémentaires et que les différents types d'acteurs qui peuvent se mobiliser, notamment politiques, médiatiques ou issus de la société civile, finalement se complètent. Et aucun ne peut vraiment avoir la prétention seul de lutter contre l'ensemble du phénomène d'extrême droite, mais l'ensemble de ces forces jointes, finalement, permettent, je crois, un apport considérable à ces réponses ou à cette lutte contre l'extrême droite. Un tout grand merci, Benjamin Biard, pour cette... pour l'ensemble de votre rapport, la manière synthétique et claire dans laquelle vous avez balayé l'ensemble finalement du phénomène et aussi évidemment nous outiller vous aussi et nous renforcer dans finalement notre rôle d'organisation sociale et notre travail d'éducation permanente, montrer comment effectivement tout ce que font nos organisations est aussi de nature, non pas seulement de lutter contre les partis d'extrême droite, mais contre une idéologie d'extrême droite rampante aujourd'hui et qui finalement prend de la force dans nos sociétés. Mais je pense que ce débat, je suis sûre que votre exposé aura amené de nombreuses réactions et questions. Donc je vais inviter Laura à venir nous rejoindre pour... voilà. Ouais, par ici, Laura. Graziella, je vous laisse. Et je vous donne peut-être le... Vous avez le micro, très bien. Bonjour. Bonjour. Alors, avant toute chose, les participants ont trouvé votre exposé très très clair et la manière dont ça a été mené de manière très interactive. Donc, on vous en félicite. Voilà. Alors, on a eu pas mal de réactions. La première, quel est votre avis sur les stratégies d'entrisme et d'infiltration des partis classiques dans les pays où l'extrême droite est plus faible? Cette stratégie a-t-elle des résultats? Donc, c'est la question de la stratégie, de l'infiltration et voilà. Vous voulez plusieurs questions? Comme vous préférez. Vas-y, comme ça. Alors je vais directement aller sur une autre question, comme ça on pourra répondre. Donc, une autre question qu'il y avait, c'était aussi lors de la formation du gouvernement, par exemple, est-ce que la décision donc, des formateurs, du roi, de ne pas recevoir les partis d'extrême droite, ça risque pas de leur donner une opportunité de se poser en victime et de se renforcer? Et une autre question qui est liée, il y a eu plusieurs questions qui allaient dans ce sens, puisqu'une autre question, c'est aussi cette même idée que de miser sur le cordon sanitaire. Est-ce que ce n'est pas aussi de nouveau aussi une occasion de faire de l'extrême droite une victime aux yeux des électeurs? Et comment est-ce qu'on peut réagir à cet égard? Est-ce qu'il y aurait des actions positives à mener pour résoudre cette question et pouvoir convaincre les citoyens? Je vous propose de Oui. répondre déjà à ces questions-là et puis on reviendra sur d'autres questions.
D'accord, mais merci beaucoup pour ces questions qui permettent de rebondir sur des éléments que je n'ai pas eu nécessairement le temps de développer ou auxquels je n'ai pas nécessairement pensé non plus de développer durant mon intervention. Par rapport à la première, ces stratégies finalement d'infiltration, si je comprends bien en tout cas la question, c'est dans quelle mesure le fait que des partis plus traditionnels vont se radicaliser impacte ou non l'extrême droite. Alors, il y a des cas très intéressants à analyser, particulièrement en Europe centrale et orientale par rapport à cela. Il y en a d'autres aussi. Typiquement avec la Hongrie et la Pologne notamment. J'ai déjà évoqué la Hongrie, où on a un parti, le Fidesz, conservateur, certains diront ultra-conservateur aujourd'hui, qui est un parti traditionnel, entre guillemets, en Hongrie, dans le paysage politique hongrois. Son leader se retrouve dans l'opposition au début des années 2000 et voit la concurrence de deux principales, le MIEP et le Jobbik, apparaître devant lui, essayent de récupérer d'une certaine manière leurs électeurs. Comment ? En se radicalisant. D'abord en prenant les enjeux classiques, en se réappropriant les enjeux classiques de l'extrême droite, notamment migratoire, identitaire, la lutte, ou en tout cas une politique bien restrictive à l'égard des populations roms, c'est quelque chose de très spécifique aussi à l'Europe centrale et orientale, et puis va adopter littéralement les propositions électorales du Jobbik. Peut-être pas les plus radicales, bien sûr, mais on en arrive aussi, parfois qui ne sont pas traduites en décision, mais à voir un Viktor Orban se prononcer en faveur du rétablissement de la peine de mort en Hongrie. Alors ça n'a pas été le cas, ce n'est pas fait, mais on voit jusqu'où cela peut aller. Et la stratégie du Jobbik face à cela, c'est un peu l'effet d'une certaine manière de cette stratégie, c'est de se déradicaliser un peu. D'une certaine manière, c'est aussi de dire regardez, nous ne sommes pas si radicaux que ce qu'on voudrait dire, puisque déjà un certain nombre de nos propositions sont mises en œuvre par les partis traditionnels, mais en plus de cela, ils vont encore plus loin que nous. C'est une discussion dans le cadre de mes recherches que j'avais eue avec un vice-président du Jobbik hongrois lors d'un entretien, où il me disait, mais finalement, le Fidesz, ce parti plutôt traditionnel de Viktor Orban, c'est lui le parti d'extrême droite aujourd'hui. Et nous sommes un parti plus classique, plus centriste. Et ça se matérialise très concrètement, par exemple dans la perspective des prochaines élections, où on voit une coalition se former avec les socialistes, avec les écologistes, et avec notamment l'extrême droite du Jobbik, face à Viktor Orban, qui est considéré aujourd'hui par cette opposition, entre guillemets, comme le diable absolu, si je peux me permettre cette comparaison. Et donc on voit jusqu'où ça peut aller dans ce sens. Le cas polonais, je ne vais pas refaire une intervention de 3 quarts d'heure juste sur cette question, mais je pense l'évoquer rapidement parce qu'il est intéressant aussi, a permis d'intégrer l'extrême droite au sein du gouvernement. Je pense que c'était en 2005, tout au début des années 2000. Et ce qu'on a observé, c'est que ça a permis aussi une radicalisation de l'action gouvernementale, dans l'adoption des politiques publiques, mais ça a permis, d'une certaine manière, de faire chuter l'extrême droite. L'extrême droite, aujourd'hui, c'était la Ligue des familles polonaises, comme on l'appelait, est marginale en Pologne, a presque disparu du Parlement. Par contre, on a un parti plutôt traditionnel, conservateur, le PIS, Droit et Justice, qui aujourd'hui domine le jeu politique, je dirais presque, et met en œuvre lui-même, de manière directe, puisqu'il est au pouvoir, un certain nombre de propositions formulées par l'extrême droite. Donc d'une certaine manière, et on en revient un petit peu sur la distinction que je faisais entre organisation et idéologie, l'organisation partisane, le parti d'extrême droite, la Ligue des familles polonaises, certes a perdu en intensité, mais les idées qu'elle portait, elles, par contre, se sont bien maintenues et ont même pris place au sein des décisions publiques qui sont adoptées. Donc je pense que c'est quelque chose, bien sûr, à garder en tête. Alors les deux questions, en fait, oui, effectivement, suivantes, portent sur la victimisation des partis d'extrême droite, et c'est quelque chose dont ils ont beaucoup joué. Et c'est d'ailleurs ce qui a contribué à créer des tensions au sein du Vlaams Blok avant lui, c'était de savoir est-ce que ça vaut le coup, finalement, de tenter de se légitimer, de se dédiaboliser pour percer ce plafond de verre électoral et exercer le pouvoir, ou est-ce qu'on maintient notre posture radicale pour jouer sur cette victimisation d'une certaine manière et gagner des voix et surtout de l'influence depuis l'opposition ? C'est quelque chose qui a divisé Jean-Marie Le Pen dans les années 90, ou en tout cas le Front National, lorsque Bruno Maigret, son numéro 2, développait cette technique plutôt de dédiabolisation, ou cette stratégie.
c'est un débat qui a divisé aussi le Vlaams Belang en Belgique. C'est un débat qui pourrait à nouveau diviser le Vlaams Belang lorsqu'il se positionnera clairement sur est-ce qu'on va au pouvoir, est-ce qu'on n'y va pas. Aujourd'hui, clairement, il le souhaite, mais il n'y est pas encore. Le jour où la question se posera véritablement, on pourra voir dans quelle mesure ça pourra ou non diviser le Vlaams Belang ou l'extrême droite de manière générale. Mais il est clair que ça contribue à la victimiser, à la renforcer, et c'est la raison pour laquelle ça contribue effectivement à le diviser le cas échéant. Donc je pense que ça y contribue. D'une certaine manière, c'est aussi un signal envoyé aux électeurs de dire c'est le deuxième parti de Flandre et du pays. On va quand même y prêter une attention. Le fait que les électeurs votent pour ce parti, et d'après les derniers sondages, ce serait le premier parti même du pays, donc c'est loin d'être anodin. Les électeurs veulent dire quelque chose aussi derrière cela. Et donc le message du palais, des informateurs, lorsqu'ils vont rencontrer ces représentants de l'extrême droite, c'est aussi de dire on comprend, on va tenter de comprendre en tout cas le message. Derrière cela, bien sûr, il faudra voir dans quelle mesure ils vont appliquer les solutions, les enseignements qu'ils vont tirer de ce message. Ce sera évidemment à vérifier dans les années à venir. Alors, une autre question. Est-ce que le reportage sur Schild en Verdreden a-t-il provoqué un électrochoc en Flandre? Donc ça, c'est une question. Ou est-ce qu'un signe supplémentaire entend qu'on caresse les électeurs dans le sens du poil, on peut tout se permettre ce qu'on veut ailleurs? Voilà, c'est juste une réaction, enfin, une question. Voilà. Et alors, une autre question qu'on peut aussi prendre, c'est par rapport au fait de savoir si aujourd'hui l'extrême droite agit encore en fait dans les partis traditionnels, avec notamment des exemples, des expériences passées donc, du CEPIC au sein du PSC jusque dans les années 80. Donc, et plus récemment, est-ce que voilà, ça a pu encore se produire et selon quelle modalité? Merci beaucoup. Alors, pour la première question, Schild en Vrienden, effectivement, je pense que le reportage de Panot, à l'époque, avait contribué non seulement à effectivement peut-être diaboliser cette organisation qui se situait d'abord, qui à la base était une page Facebook, en réalité, je pense, créée en 2017, qui rassemblait un certain nombre d'adhérents, militants flamands, c'est-à-dire qui incarnait l'aile la plus radicale du mouvement flamand d'une certaine manière, avec des points de vue très marqués sur le plan identitaire aussi. Mais ce reportage a permis de le diaboliser d'une certaine manière, en montrant d'une certaine manière aussi leur vrai visage. Mais ça a contribué aussi à lui donner un bon coup de projecteur. Beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas cette organisation en Belgique ou à l'étranger. Et je parle de l'étranger parce qu'on a vu la stratégie aussi de réseautage d'une certaine manière de Dries Van Langenhove à l'étranger, avec Génération Identitaire en France, avec aussi le Fidesz d'ailleurs, pas avec le Jobbik mais avec le Fidesz, donc un parti à la base qui n'est pas d'extrême droite, avec cette tentative de créer des réseaux et du lien. Donc ça a contribué, je pense, à la fois à le diaboliser, mais aussi à lui donner une certaine visibilité, et donc, ce faisant, à le renforcer également. Alors, la deuxième question, oui, si j'ai bien compris, c'était plutôt un commentaire ou une réflexion. Et la troisième, avec l'exemple très intéressant, effectivement, du CEPIC, l'extrême droite peut-elle encore agir, en fait, au sein des partis traditionnels ? Alors effectivement, je ne pense pas de manière aussi organisée, aussi structurée en Belgique en tout cas, au sein des formations traditionnelles, mais je pense effectivement qu'il y a un potentiel aussi pour l'extrême droite de se développer, ou à nouveau, pour certaines idées d'extrême droite, de trouver un certain terreau d'une certaine manière au sein de formations plus traditionnelles ou d'organisations qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement partisanes. On peut penser à Schild en Vrienden, qui est d'abord une organisation qui se situe sur le plan communautaire, je dirais, sur le plan identitaire flamand, et qui très rapidement embrasse un discours qu'on peut très clairement qualifier d'extrême droite. Donc je pense que c'est une tendance qui existe encore aujourd'hui, mais peut-être de manière moins structurée, moins organisée, même si le CEPIC n'était pas une organisation d'extrême droite au sein du PSC, mais il y avait des éléments. Le CEPIC a été, dans une certaine mesure seulement, mais gangréné par l'extrême droite, ce qui a notamment conduit Gérard Deprez, à l'époque, à prendre une position ferme par rapport à ces organisations internes au sein du PSC.
Merci. Merci. Alors, une autre question. La participation au pouvoir agit-elle finalement en faveur ou en défaveur de l'extrême droite? J'y réponds tout de suite. Oui, Allez-y, oui, D'accord. tant qu'on cherche une autre. Pas de souci. Et je pense que c'est effectivement une très intéressante question aussi. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller jusque-là pendant mon exposé. Il faut, pour répondre à cette question, regarder les exemples à l'étranger. Je pense que c'est le plus facile, le plus direct et le plus fiable, des cas de partis d'extrême droite qui ont gouverné, généralement en coalition en Europe, au niveau national, et de voir quelles conséquences cela a comporté pour eux, notamment sur le plan électoral. Alors ce qu'on voit, c'est que, et ça va peut-être décevoir celui ou celle qui a posé la question, c'est qu'il n'y a pas une réponse en réalité très claire, très tranchée à cette question. Certains partis d'extrême droite se sont littéralement divisés, se sont explosés suite à une participation au pouvoir. On peut penser en Grèce au Laos, Alliance populaire orthodoxe, qui intègre un gouvernement d'union nationale en 2011, dans le cadre de la fameuse crise économique et financière que connaît le pays, et d'ailleurs pas seulement ce pays-là, bien sûr, seulement pour quelques mois, mais qui contribue littéralement à laminer ce parti, parce que ça contribue, c'est un gouvernement de coalition, ça contribue, ou ça nécessite pour ce parti de faire des compromis, donc de mettre à l'arrière-plan son côté radical, et ça, ces électeurs ne l'ont pas accepté, alors que c'était un parti d'extrême droite bien radical, bien affirmé sur ses positions. Mais ça a contribué à affaiblir ce parti d'extrême droite. Il n'avait plus aucun représentant lors du scrutin suivant. Ça a quand même contribué à renforcer une autre extrême droite, Aube dorée, extrême droite néo-nazie, plus radicale encore, qui existait depuis une vingtaine d'années, mais qui n'avait jamais réussi véritablement à percer ou à décrocher certains sièges au sein du Parlement grec. Elle y est arrivée singulièrement à ce moment, avec vraiment la récupération, notamment de ces électeurs du Laos. Donc on voit que ça a contribué à affaiblir le Laos, mais pas l'extrême droite en soi, puisqu'elle a été récupérée d'une autre manière. Après, d'autres cas permettent de voir l'inverse. Le cas suisse est assez intéressant. Alors, c'est une extrême droite qui n'est pas présentée comme étant particulièrement forte ou virulente généralement. En Suisse, beaucoup qui ne votent pas nécessairement pour ce parti, mais ne reconnaissent pas que c'est un parti d'extrême droite. Je pense sur la base des critères que j'ai évoqués tout à l'heure, et dans le monde scientifique, il y a un consensus pour dire qu'il s'agit de l'extrême droite, mais l'Union démocratique du centre, l'UDC, qui est un parti très important en Suisse, qui est au pouvoir depuis plusieurs dizaines d'années, dans le cadre de la formule magique, donc ce mécanisme par lequel les mêmes partis bénéficient toujours ou presque du même nombre de sièges au sein du gouvernement fédéral, c'est un peu un accommodement suisse pour faire bref. L'UDC y bénéficie de 2 sièges depuis un certain nombre d'années, et pourtant, ça reste depuis 20 ans aujourd'hui le premier parti politique au sein de la Chambre basse, l'équivalent de notre Chambre des représentants, depuis une vingtaine d'années. Donc on voit que malgré sa participation au pouvoir, ce parti parvient quand même à continuer à exister, à être un parti important sur le plan politique. Donc on a un petit peu ici différentes tendances qui existent. On pourrait multiplier les exemples, je ne vais pas le faire. Peut-être juste évoquer le cas de l'Italie, avec Matteo Salvini, ou la Ligue du Nord et puis la Ligue, qui ont participé au pouvoir à plusieurs reprises. Matteo Salvini a participé au pouvoir il y a quelques années, a été relégué dans l'opposition, ou en tout cas a rejoint les bancs de l'opposition à un certain moment, de manière prématurée d'ailleurs, et puis a rejoint quand même le gouvernement à nouveau, et les sondages ne le donnent pas nécessairement perdant, que du contraire pour les prochaines élections. Donc on voit que l'impact d'une participation ou non au gouvernement est loin d'être clair, et dire faire participer tel parti d'extrême droite au pouvoir permettra de montrer leur vrai visage et donc finalement de les détourner de leurs électeurs n'est peut-être pas la meilleure stratégie. À l'inverse, dire que les faire participer au pouvoir contribuera automatiquement à les renforcer, comme c'est le cas en Suisse, n'est pas nécessairement automatique non plus. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'éléments, peut-être trop, que pour répondre de manière très précise, parce qu'il n'y a pas de réponse précise, je pense, trop d'éléments contextuels qui rentrent en compte aussi, mais liés aussi aux stratégies de ces partis une fois au pouvoir, qui font qu'un cas n'est pas l'autre. Et on pourrait même dire, au sein d'un même pays, une participation dans un Länder ou dans un autre en Allemagne, une participation dans un État ou dans un autre, ou dans une province ou une autre, si on se retrouve au Canada, n'est pas la configuration qu'on pourrait retrouver ailleurs. Et donc je pense qu'il ne faut pas être trop rapide en répondant à cette question.
Merci. Et alors, du coup, une question aussi qui concerne ici le gouvernement fédéral, où on voit qu'il y a une chape de plomb qui est posée sur la régularisation des sans-papiers. Est-ce que ce n'est pas quand même le signe qu'une idéologie xénophobe de l'extrême droite a gagné pour l'instant? Et alors, il y a une question qui vient juste après, qui peut être mise avec. C'est donc les partis traditionnels neutralisent au final leur programme dans les coalitions. Est-ce que ça ne favorise pas un message clair qui viendrait alors des extrêmes? Merci beaucoup pour ces questions. La première, qui part de l'exemple des sans-papiers, mais si je comprends bien, qui n'est qu'une illustration finalement pour prendre un peu de hauteur. Effectivement, on voit, et au-delà de cette question-là d'ailleurs, et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, que l'extrême droite, même en Belgique, lorsqu'elle est dans l'opposition, et même lorsqu'elle est faiblement représentée dans l'opposition, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque le Vlaams Belang détient 18 sièges à la Chambre des représentants, mais ce qui était le cas durant la législature précédente, elle parvient à exercer une influence beaucoup moins visible, mais comme je le disais, en imposant certains thèmes à l'agenda, et parfois en exerçant une pression telle sur les autres partis que ça les force aussi à adopter des positions qui ne sont pas nécessairement celles de l'extrême droite, mais en tout cas qui les rejoignent dans une certaine mesure. Souvenons-nous que si Bart De Wever et la N-VA ont fait chuter le gouvernement Michel en décembre 2018, c'est dans le contexte, c'est par rapport à la ratification par la Belgique du pacte de Marrakech portant sur des questions migratoires, mais c'est dans un contexte qui se situe très rapidement après les élections locales, communales et provinciales d'octobre 2018, où le Vlaams Belang affiche une remontée spectaculaire dans un certain nombre de localités, mais c'est aussi quelques mois avant le scrutin, le triple scrutin régional, fédéral et européen du 26 mai 2019. C'est dans ce contexte très précis, concurrencé d'une certaine manière, poussé du coude par le Vlaams Belang, que la N-VA, mais ce n'est pas nécessairement le seul parti, et j'ai bien compris que la question portait sur le gouvernement actuel au sein duquel la N-VA n'est pas représentée, mais je pense que c'est un des meilleurs exemples ici pour montrer la pression que des partis traditionnels subissent aussi de la part de l'extrême droite, et, dans une certaine mesure, leur appropriation de cette pression et la volonté d'y répondre à travers une focale placée davantage sur certains thèmes, à travers l'adoption de mesures qui vont répondre à un contexte particulier. Un seul exemple qui va différer un petit peu de la question des sans-papiers ici, mais c'est dans le contexte terroriste de 2015, attentat en France, démantèlement d'une cellule terroriste à Verviers au début de l'année, qui conduit finalement le gouvernement de l'époque, sans intervention nécessaire à ce moment-là de l'extrême droite, à durcir finalement, à prévoir davantage de conditions dans lesquelles la déchéance de nationalité peut être prononcée en Belgique. En France, c'est encore plus marquant. C'est un gouvernement socialiste. Le président de la République est alors encore François Hollande, qui propose d'inscrire dans la Constitution la question de la déchéance de la nationalité. C'est purement symbolique, c'est quelque chose qui existait déjà dans le droit français, mais il y a ici un gouvernement de gauche qui propose d'aller plus loin en la matière, sous la pression de la droite de l'époque de Nicolas Sarkozy, mais aussi, et il les a reçus dans le cadre de ces consultations avant de proposer cette mesure, du Front National. À l'époque, c'était Florian Philippot, Marine Le Pen et Nicolas Bay qui étaient reçus ainsi par le président de la République. Et donc on voit bien ici l'influence qui peut être orchestrée. En réalité, l'extrême droite martèle pendant des mois, des années, voire des décennies, un certain message. Et lorsque le contexte s'y prête particulièrement bien, lorsqu'intervient une crise migratoire, la crise des réfugiés syriens par exemple, typiquement dans le cas de l'Allemagne, on n'a pas pris cet exemple, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus tout de suite, une crise sécuritaire, mais aussi plus largement les attentats terroristes d'il y a ces dernières années, ou l'affaire Dutroux dans les années 90, toutes ces crises permettent de réactiver les propositions formulées par l'extrême droite et font une pression telle sur les partis traditionnels, notamment via l'opinion publique, qu'ils sont obligés d'une certaine manière, ou en tout cas ils se sentent obligés, ce qui n'est pas nécessairement la même chose, d'aller sur le terrain, alors un peu, parfois plus, ça c'est très variable, de l'extrême droite. Et il y avait une deuxième question qui portait sur est-ce que les partis traditionnels neutralisent leur programme dans les coalitions ? Effectivement, un gouvernement de coalition nécessite, et particulièrement typiquement aujourd'hui, avec 7 partis représentés au sein du gouvernement fédéral, des compromis.
on voit que ce n'est pas nécessairement facile, et là ça fait une petite parenthèse sur l'extrême droite, mais lors des différentes mesures adoptées lors des Codeco, des comités de concertation, on voit que très rapidement, il y a des dissensions, y compris au sein du gouvernement. Le meilleur exemple est sans doute Georges-Louis Boucher, qui tweet lors de l'avant-dernière conférence de presse en montrant son désaccord en tant que président d'un parti représenté au sein de ce gouvernement, par exemple. Donc on voit les tensions qui peuvent émerger parce que ça nécessite, gouverner ensemble, des compromis entre les partis, et des partis qui ne sont pas nécessairement, qui ne défendent pas nécessairement, bien sûr, les mêmes lignes sur le plan socio-économique, sur le plan communautaire, sur le plan culturel, des valeurs de manière plus générale. Alors l'extrême droite, et c'est intéressant comme question, parce que ça permet de revenir d'une certaine manière sur les origines du Vlaams Belang, ou du Vlaams Blok à l'époque, qui se développe en opposition au pacte d'Egmont, qui est, pour faire simple, la préparation de la deuxième réforme de l'État, ou ce qui devait devenir la deuxième réforme de l'État en 1977. Et on a alors une Volksunie notamment qui participe au pouvoir. Il y a un certain nombre de personnes qui font défection, il y en a d'autres qui avaient déjà fait défection auparavant de la Volksunie, et qui considèrent qu'on est ici dans la conclusion d'un accord, d'un compromis, et que ce n'est pas acceptable. Il faut une position radicale, c'est-à-dire changer les choses à la racine, comme l'indique l'origine étymologique du terme, et donc il faut refuser toute forme de compromis. Et donc la grande question par rapport à cela, c'est de savoir si l'extrême droite elle-même, au pouvoir, est capable de faire des compromis ou autres. Et donc quand j'abordais tout à l'heure la question de la stratégie adoptée ou qui fait débat par l'extrême droite de rejoindre ou non le pouvoir, c'est aussi cette question qui s'y retrouve, c'est est-ce qu'on devra mettre trop d'eau dans notre vin finalement au sein de ce gouvernement, et quelles en seront les conséquences. Tout à l'heure, très rapidement, j'ai présenté un graphique brièvement du cas norvégien, de l'extrême droite en Norvège, en signalant qu'elle avait rejoint le pouvoir en 2013. Si on analyse le programme de gouvernement, disons, norvégien de 2013, la question migratoire, typique de l'extrême droite, n'y apparaît qu'à un seul moment. Et qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit que l'immigration contribuait à la prospérité économique, notamment de la Norvège. On ne s'attendrait pas du tout à ça de la part d'un parti d'extrême droite, mais ça laisse aussi à penser les conséquences que cela peut avoir pour l'électorat de l'extrême droite, sur la fuite de ces électeurs vers un autre parti, traditionnel ou d'extrême droite. Et quel type de parti d'extrême droite ? Est-ce que ce sera un plus radical encore ou un plus modéré ? Ce sont évidemment des questions qu'on peut se poser. Merci. Là, on a aussi une question alors qui part un peu sur un autre niveau, mais c'est dans quelle mesure en fait les collaborations internationales entre les partis d'extrême droite, voire avec des droites radicales, constituent un danger pour demain, notamment et par exemple en ce qui concerne aussi l'usage des réseaux sociaux lors des élections, qui est de plus en plus intensif, et donc en quoi ça peut être problématique. Alors je pense ici il y a finalement deux questions. Les réseaux sociaux d'un côté et la collaboration internationale. On a vu il y a quelques années que finalement la collaboration internationale entre les partis d'extrême droite n'est pas nécessairement si évidente que cela. D'une part, il y avait Steve Bannon, conseiller de Donald Trump, qui avait créé The Movement, un grand mouvement qui devait unir, alors il ne l'appelait pas comme ça, mais en gros il s'agit d'unir l'extrême droite en vue des élections européennes pour opérer un raz-de-marée brune lors de ces élections. Alors l'extrême droite s'est bien débrouillée, entre guillemets, lors des élections européennes dans un bon nombre de pays. Ce n'est pas du tout grâce à cette organisation dont on n'entend d'ailleurs plus du tout parler. En Belgique, son référent et un des leaders de cette organisation était Michael Modrikamen, pour le citer. Donc on a vu que c'était limité. Et si on regarde la collaboration au niveau du Parlement européen, par exemple, on voit que tous les partis d'extrême droite ne siègent pas d'ailleurs au sein du même groupe politique. Et on a vu en 2015, lorsque s'est reconstitué un groupe politique autour de Marine Le Pen notamment, autour de Gerolf Annemans pour le Vlaams Belang en Belgique, de Geert Wilders autour du PVV aux Pays-Bas, que ça a été loin d'être simple. Je dis 2015, il a fallu un an après les élections européennes de 2014 pour que, en juin 2015, même 13 mois, on puisse voir apparaître un groupe politique au Parlement européen qui rassemble certaines forces, pas toutes, mais de l'extrême droite. À côté de ça, il y en a d'autres qui siègent dans d'autres groupes, dans un autre principal groupe politique, et puis il y en a qui siègent comme députés européens indépendants. Donc je pense qu'il y a des collaborations qui peuvent se faire, mais ça reste de toute façon des formations généralement eurosceptiques et des formations très nationalistes. Donc ce sont des collaborations plutôt
techniques, je dirais, qui peuvent avoir lieu, parce que former un groupe politique au Parlement européen permet de dégager un certain nombre de moyens, notamment budgétaires, qui peuvent être utiles pour les formations qui composent ce groupe politique. Certains se forment en parti politique européen, aussi, ce qui est différent. Nation a rejoint un parti politique européen. Nation n'a pas de représentants, n'a pas d'élu d'ailleurs au niveau régional, fédéral ou même européen, mais il a contribué à la construction d'un parti politique européen dans un but purement technique d'aller rechercher de l'argent européen pour développer des actions au niveau national. Donc ça peut avoir un impact sur ce plan-là. C'est ce qui avait contribué d'ailleurs à l'allocation d'une salle à Bruxelles. Ça avait fait grand débat, ça avait mobilisé beaucoup les acteurs antifascistes à l'époque, il y a quelques années. Mais on voit que ça peut effectivement avoir un impact, mais les collaborations restent sur le fond particulièrement faibles, je pense. Puis la question des réseaux sociaux, j'ai évoqué tout à l'heure le Vlaams Belang, avec ce budget faramineux qui a été dépensé dans la perspective des élections du 26 mai 2019. Et évidemment, je pense que les réseaux sociaux contribuent très fortement à accroître la force ou à les asseoir tout simplement de l'extrême droite de manière générale. Pas seulement de l'extrême droite. Il y a encore quelques années, lorsqu'on parlait des réseaux sociaux, c'était pour illustrer la victoire de Barack Obama en 2008 aux États-Unis. Donc ce n'est pas du tout un phénomène propre à l'extrême droite, mais tout de même, l'extrême droite parvient, typiquement dans des cas comme la Belgique francophone, où elle fait face à un cordon sanitaire médiatique bien présent, de court-circuiter les intermédiaires entre elle et ses sympathisants ou ses électeurs pour directement diffuser un certain nombre de messages. Et puis, et c'est peut-être un dernier élément plus secondaire, mais à souligner dans le contexte actuel, c'est une manière aussi pour eux de se victimiser, de gagner en visibilité, c'est ce que je viens d'aborder, mais aussi de se victimiser lorsque, à travers le poste d'un message plus ou moins haineux, plus ou moins raciste, par exemple, leur groupe Facebook, leur page Twitter est suspendue, par exemple, par les organisations précitées. Et donc là, on a un leader. Typiquement, je parle de cela parce que Tom Van Grieken a vu son compte Twitter fermé il y a quelques jours. Sur Facebook, il en a beaucoup parlé, il a beaucoup communiqué, Facebook, TikTok ou autres réseaux sociaux plus récents également, pour se positionner aussi comme victime du système de manière générale. Et ça le repositionne ainsi dans la compétition également électorale. Merci, un tout grand merci, Monsieur Biard. J'ai bien l'impression qu'on pourrait bien encore se donner 2-3 jours, parce que Facilement. vous voyez qu'il y a beaucoup de questions, et bon, ça a déjà permis de compléter un peu l'exposé, mais on n'a pas fait tout le tour. Je vais tout de même proposer, pour pouvoir organiser la suite du programme, d'abord de vous remercier, parce que je pense vraiment que c'était un des exposés au cœur de la semaine sociale, et vous avez vraiment rencontré le défi de manière magistrale. Merci à Laura Graziella pour avoir relayé toutes les questions. Merci à vous de les avoir posées.